Salut à tous. Je pense que beaucoup de gens se concentrent sur la destruction des missiles, la destruction de la capacité d'enrichissement nucléaire de l'Iran et l'idée de forcer les Iraniens à cesser de soutenir les Houthis, le Hezbollah et le Hamas. Ce sont les objectifs qui sont souvent décrits. Mais il n'y a aucun moyen d'atteindre ces objectifs uniquement par la force militaire. Cela ne fonctionnera pas. Si les installations d'enrichissement nucléaire sont bombardées, elles peuvent être reconstruites. L'Iran continuera de soutenir les Houthis, le Hamas et le Hezbollah. Et lorsqu'il s'agit de missiles balistiques, c'est la carte maîtresse de l'Iran. Ils ne renonceront pas à leurs missiles balistiques. Dans la version pro-Trump, apparemment, une diapositive PowerPoint avec des flèches et déjà une stratégie. Donc, pour atteindre ces trois objectifs précis, un changement de régime devient nécessaire. Il est extrêmement important de comprendre que si le régime ne change pas, ces trois problèmes ne peuvent pas être réglés. La vraie question devient alors de savoir si un changement de régime est réellement possible. Le régime peut-il être changé ? Et même si un changement de régime se produit, le nouveau régime ferait-il ce que les États-Unis et Israël lui demandent ? Serait-il soumis à nous ? C'est la question décisive parce que simplement remplacer ce régime par un autre régime qui se comporte de la même manière ne réglerait rien. Un nouveau régime qui garderait les missiles balistiques continuerait de soutenir le Hamas, le Hezbollah et les Houthis et conserverait la capacité d'enrichissement nucléaire, laisserait le même problème central intact. Donc, pour que cette opération fonctionne, deux choses devraient arriver. Premièrement, il faudrait un changement de régime. Deuxièmement, les États-Unis et Israël devraient mettre en place un régime qui leur serait soumis. Je ne vois pas comment cela pourrait se faire. En fait, dans une discussion remarquable avec les médias, le président Trump a parlé de changement de régime et ses commentaires ont montré de manière parfaitement claire qu'il n'existe aucune stratégie cohérente à ce sujet. Il a dit explicitement que la plupart des personnes que les États-Unis avaient en tête pour diriger le nouveau régime sont mortes. Il a parlé de la première vague de remplaçants, de la deuxième vague de remplaçants, et a dit que la plupart d'entre eux sont morts aussi. Maintenant, l'effort serait apparemment passé à une troisième vague de remplaçants, et il n'est même pas clair que quelqu'un sache qui ils sont. Rien ne dit mieux planification minutieuse de la transition que de découvrir que votre plan de secours est lui aussi sous les décombres. Lorsqu'on a demandé à Trump quel serait le pire scénario en Iran, il a clairement indiqué qu'une possibilité serait que le changement de régime réussisse, mais que le résultat soit une nouvelle direction aussi mauvaise que celle qu'elle remplacerait. Il n'a pas dit que cela arriverait forcément, mais il a reconnu que cela pourrait arriver. Il a dit que l'Iran avait été battu militairement, du point de vue militaire, qu'il lançait encore des missiles et qu'à un moment donné, il serait même plus capable de faire cela parce que les États-Unis et Israël frappaient ces lanceurs et ces stocks de missiles. Il a dit que l'Iran avait accumulé un grand nombre de missiles au cours des dernières années, qu'il en avait déjà tiré beaucoup et que beaucoup d'autres étaient en train d'être détruits. Mais il a aussi dit que le pire scénario serait de traverser tout cela, puis de voir quelqu'un prendre le pouvoir qui serait aussi mauvais que les dirigeants précédents. Dans 5 ans, les États-Unis pourraient se rendre compte qu'ils ont installé quelqu'un qui n'était pas meilleur. Cette franchise est frappante. Dans un sens, il est admirable qu'il ait reconnu le problème aussi ouvertement. Mais en même temps, cela révèle où le train pourrait se diriger. Cela montre que même au plus haut niveau, il n'y a pas de réponse claire à la question stratégique de ce qui vient après les bombardements. La séance d'information ressemble moins à une grande stratégie qu'à quelqu'un qui secoue une boule à neige et appelle le chaos une prévision. La même incohérence apparaît dans la manière dont des figures comme Lindsey Graham parlent de la guerre. Graham pousse depuis longtemps Trump vers la guerre, même lorsque Trump semblait se diriger vers la négociation. Maintenant que la guerre est arrivée, Graham semble presque hors de lui d'enthousiasme, comme s'il avait enfin obtenu ce qu'il attendait. Dans une apparition, après une séance d'information du Gang des 8, il a exposé les objectifs. Quand tout cela sera terminé, l'Iran ne devra plus être capable de construire des missiles balistiques pour frapper l'Amérique ou
terroriser la région, il ne devra plus continuer à soutenir le Hezbollah, le Hamas et les Houthis, et il ne devra plus pouvoir reconstituer son programme nucléaire après l'opération Midnight Hammer. Son argument était que, après des mois de négociations, l'Iran avait montré qu'il tenait aux capacités dont il avait besoin pour infliger la terreur et imposer son programme religieux par la force. Il a affirmé que l'accumulation de missiles visait à donner à l'Iran une immunité pendant qu'il développait son programme nucléaire. De son point de vue, l'idée d'attendre une menace imminente n'avait aucun sens parce que personne ne devrait permettre à un maniaque homicide d'atteindre le stade imminent où il peut vous faire du mal. Dans un autre commentaire, Graham a décrit l'Iran comme cherchant à créer un chaos régional en fermant des aéroports, en frappant des hôtels et en faisant grimper les coûts économiques afin de pousser la région à céder et à demander la paix. Il a affirmé qu'après avoir parlé toute la journée avec des alliés arabes, c'était l'inverse qui se produisait. Selon lui, les partenaires arabes régionaux allaient s'impliquer davantage et non moins. Ils n'allaient pas céder, ils allaient entrer dans le combat de manière plus directe. Pour le caucus de la guerre, chaque réponse manquante semble être traitée comme la preuve que la prochaine explosion expliquera tout. Mais sous tout ce langage, le même problème stratégique demeure. Les objectifs déclarés de Graham sont les mêmes que ceux déjà décrits. Mettre fin au programme de missiles balistiques de l'Iran, mettre fin à l'enrichissement nucléaire et mettre fin au soutien aux Houthis, au Hezbollah et au Hamas. Pourtant, ces objectifs ne peuvent pas être atteints sans changement de régime. Un nouveau régime devrait aussi danser au rythme des États-Unis et d'Israël. Ces deux conditions sont nécessaires pour que l'opération fonctionne. Détruire la marine iranienne ne répond pas à ce problème. Cela peut sembler impressionnant, mais à quoi cela mène-t-il réellement ? Une punition massive peut être infligée à la population civile iranienne et le régime peut tout de même rester en place. La force militaire peut gagner des batailles sans produire un résultat stratégique positif. Pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis ont gagné toutes les batailles, mais ils ont perdu la guerre. Le succès tactique n'est pas le succès stratégique. La question stratégique ici tourne autour du changement de régime. La phase d'ouverture de cette guerre le montre clairement. Tout comme ce qui s'est passé en juin dernier dans la guerre de 12 jours, les Israéliens ont poursuivi une stratégie de décapitation. Cette fois, cette stratégie a tué l'ayatollah Khamenei. Le but de la décapitation était le changement de régime. Il est essentiel de le comprendre. Mais la stratégie de décapitation a échoué en juin dernier et elle a encore échoué cette fois. Le régime reste intact. La question à 64 000 $ est de savoir comment le changement de régime est maintenant censé être réalisé. Il n'y a pas de réponse. Les propres commentaires du président Trump montrent qu'il n'a aucune idée claire de ce qu'il fait. Ces remarques ont été faites dans le contexte d'une rencontre avec le chancelier Merz de l'Allemagne. Par la suite, on a demandé à Merz s'il pensait que les Américains avaient une stratégie cohérente de changement de régime et il a répondu sans équivoque que non. Il ne disait rien de radicalement différent de ce que Trump venait de dire. Il répétait essentiellement le même point. Il n'y a pas de stratégie cohérente pour un changement de régime. Et sans stratégie cohérente pour un changement de régime, les États-Unis sont dans le pétrin jusqu'au cou. Quand même, l'allié présent dans la pièce voit que la carte n'a pas de route, le problème n'est pas l'éclairage. Le même problème est apparu dans les remarques du secrétaire Hegseth. Il a commencé sur un ton triomphaliste en disant que les États-Unis étaient en train de gagner de botter les fesses de l'Iran. Il a parlé dans un style très galvanisant. Du contrôle complet du ciel. Il a affirmé qu'à partir de la nuit précédente et au cours des prochains jours, en moins d'une semaine, les deux forces aériennes les plus puissantes du monde auraient le contrôle complet du ciel iranien. Il a décrit un espace aérien incontesté au-dessus de Téhéran, au-dessus de l'Iran, au-dessus de la capitale, au-dessus du corps des gardiens de la révolution islamique, avec des dirigeants iraniens levant les yeux et ne voyant que la puissance aérienne américaine et israélienne à chaque minute de chaque jour jusqu'à ce que les États-Unis décident que c'est terminé. Cela pourrait très bien être vrai. Il existe des éléments indiquant qu'il n'exagérait pas au sujet de la supériorité aérienne. Les États-Unis et Israël ont peu
être effectivement la supériorité aérienne, peut être même une domination complète. Mais la domination aérienne, à elle seule, ne met pas fin à une guerre. La supériorité aérienne est puissante, mais c'est pas une baguette magique, peu importe combien de projecteurs de télévision sont braqués sur le podium. La comparaison avec Desert Storm en 1991 est utile, mais elle montre aussi à quel point cette situation est différente. Dans cette guerre, les forces terrestres américaines avaient été précédées par plus de 30 jours de suprématie aérienne. L'armée de l'air irakienne existait à peine après le premier jour. Pendant 38 ou 39 jours, les avions américains ont bombardé des unités tactiques sur toute la ligne. Lors de la bataille de 73 Hastings, après tous ces bombardements, un commandant de bataillon irakien survivant a dit que son unité avait été bombardée en moyenne environ une fois toutes les 10 heures pendant plus de 30 jours consécutifs, et qu'elle n'avait tout de même perdu qu'environ 15% de ses chars. Tout le reste était encore intact. Cela s'est produit dans des conditions de suprématie aérienne complète, sans défense aérienne irakienne significative, et avec des bombardements incessants. Beaucoup de choses peuvent être faites depuis les airs, beaucoup de choses peuvent être détruites. Mais à elle seule, la puissance aérienne ne met pas nécessairement fin à une guerre. La guerre en Irak de 1991 était fondamentalement différente de ce qui se passe avec l'Iran. En Irak, il y avait une armée qui se trouvait face à face avec l'armée américaine et les forces alliées. C'était une guerre terrestre classique, une guerre conventionnelle. La puissance aérienne américaine était dirigée contre les forces terrestres irakiennes qui étaient positionnées devant la coalition. Dans ce cas, la puissance aérienne a beaucoup contribué à user les forces irakiennes avant le début de l'offensive terrestre le 24 février. Les bombardements avaient commencé le 15 janvier et la guerre terrestre s'est déroulée du 24 février au 28 février. La campagne aérienne a affaibli les forces irakiennes que les forces terrestres ont ensuite attaquées. Ce n'est pas la situation avec l'Iran. Il n'y a pas d'armée iranienne massive alignée contre une armée américaine et israélienne massive. Ce n'est tout simplement pas de cela qu'il s'agit dans cette guerre. Il s'agit de lâcher la puissance aérienne américaine et israélienne sur le pays qui est l'Iran. Donc la vraie question est celle de l'ensemble des cibles. Quelles sont les cibles? Ce n'est pas 1991. C'est une situation complètement différente. Quelles cibles seront frappées en Iran? Quels dégâts seront causés? Comment ces dégâts produiront-ils un changement de régime? Comment régleront-ils le problème stratégique? Exet peut se vanter de la puissance militaire américaine et de tout ce qu'elle peut faire, mais il ne raconte jamais l'histoire de la manière dont ses capacités produisent le résultat souhaité. Il n'explique jamais comment la guerre se termine d'une manière où les États-Unis et Israël vivent heureux pour toujours. Il se contente de se vanter que l'Amérique dispose d'une armée formidable, capable de faire des choses magiques. Mais il n'explique pas comment cette armée peut produire le résultat politique nécessaire. Dans ce style de conférence de presse, les adjectifs font le travail que la stratégie était censée faire. Voilà le gros problème. Les États-Unis et Israël frappent toutes sortes de cibles. Exet est allé plus loin en parlant de l'armée de l'air et de la marine iranienne. Il a dit que l'armée de l'air iranienne n'existe plus, construite pour 1986 et détruite en 2026. Il a dit que la marine iranienne repose au fond du golfe Persique, inefficace au combat, décimée, détruite, vaincue. Choisissez l'adjectif. La bonne réponse est alors, qu'est-ce que cela accomplit? Détruire la marine iranienne peut être une cible facile. Il n'est pas surprenant que cela ait été fait. Mais qu'est-ce que cela fait sur le plan stratégique? L'hypothèse semble être que, en retirant l'armée de l'air et la marine, on affaiblit les piliers de soutien de l'armée iranienne et l'on rapproche ainsi le régime de l'effondrement, mais sans composante terrestre, la signification de ces pertes est limitée. Si l'armée de l'air et la marine iranienne étaient détruites puis qu'une force terrestre entrait, ce serait une autre affaire. L'Iran serait impuissant au sens militaire conventionnel. Mais il n'y a pas de force terrestre. La question demeure donc. Que fait réellement la perte de ces deux branches au régime iranien? Le rapproche-t-elle d'un changement de régime ou l'en éloigne-t-elle? Je ne pense pas que détruire l'armée de l'air et la marine permettra d'atteindre l'objectif.
Il existe une vaste littérature montrant qu'un changement de régime est rarement obtenu uniquement par la puissance aérienne. En général, il faut des troupes au sol. Les exemples de l'Allemagne et du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale sont instructifs. Les destructions infligées par les bombardements ont été énormes et le nombre de personnes tuées a été effarant. Mais les bombardements seuls n'ont pas produit un changement de régime. Je ne vois pas comment cette campagne aérienne et cette campagne contre la marine iranienne mènent à un changement de régime. Entre 1980 et 1988, l'Iran a mené une guerre contre l'Irak et les estimations suggèrent qu'entre 250 000 et 500 000 Iraniens sont morts. Ce fut une guerre prolongée et à bien des égards, les Iraniens la voyaient comme existentielle, tout comme ils voient cette guerre comme existentielle. Compte tenu de cette histoire et compte tenu du bilan de la puissance aérienne, surtout de la puissance aérienne américaine agissant seule, il est difficile de croire que les Iraniens vont simplement lever les bras et abandonner. Il serait insensé pour eux de le faire et ils ont probablement la capacité de tenir. Mais dans la version affiche électorale de la guerre, l'autre camp est toujours censé s'effondrer juste après que le slogan a frappé. L'administration semble croire qu'il y aura un grand soulèvement populaire qui mènera à un changement de régime, puis peut être qu'un nouveau régime émergera et dansera au rythme de l'Amérique. Il n'y a aucune preuve de cela. Les remarques de Trump lui-même ne donnent pas beaucoup de raisons d'être optimiste. Il a toutes les raisons de raconter une histoire positive ou d'en donner une version avantageuse, et on se serait attendu à ce qu'il décrive le changement de régime en termes optimistes. Il ne l'a pas fait. Ce qui est plus probable maintenant, c'est que les États-Unis et Israël vont essayer de provoquer une insurrection à l'intérieur de l'Iran. Des équipes de la Central Intelligence Agency et quelques troupes au sol pourraient commencer à travailler avec des Kurdes, des Azerbaïdjanais ou d'autres groupes à l'intérieur de l'Iran pour voir s'il est possible de favoriser une guerre civile. Des rapports ont déjà suggéré que Trump est ouvert à soutenir des groupes à l'intérieur de l'Iran prêts à prendre les armes pour renverser le régime. L'idée serait de transformer des factions iraniennes en forces terrestres, au moins avec l'appui rhétorique de Washington. Trump aurait parlé avec des dirigeants kurdes en Iran, pendant que des responsables continuaient à engager d'autres dirigeants locaux qui pourraient profiter de la faiblesse de Téhéran pour faire des gains. Quand le plan régulier échoue, le plan de secours devient soudainement d'externaliser une révolution en espérant que la facture n'arrive jamais. Les chances de succès sont difficiles à évaluer parce que tout dépend de ce que l'on entend par succès. Environ 10% de la population iranienne est kurde, concentrée principalement dans le nord-ouest. Si les États-Unis arment les Kurdes et qu'ils déclarent leur indépendance, cela ne produit pas un changement de régime à Téhéran. Ils ne vont pas marcher sur Téhéran. L'idée serait être d'armer les Kurdes, de déclencher une insurrection dans le nord-ouest de l'Iran, puis de faire intervenir les Azerbaïdjanais. Les Azéris sont souvent estimés à environ 6 à 24% de la population iranienne. Si les Kurdes représentent environ 10% et les Azéris environ 20%, ensemble ils forment à peu près 30% de la population. Les deux groupes sont concentrés dans le nord-ouest, mais même s'ils sont armés, vont-ils prendre le contrôle de tout l'Iran? Environ 60% de la population iranienne est perse. Il y a aussi le problème de la Turquie. Les Kurdes sont répartis entre l'Iran, l'Irak et la Turquie. Et la Turquie est profondément opposée à toute forme d'indépendance kurde, où que ce soit, et encore plus à l'intérieur de l'Iran. Si les États-Unis essayaient d'utiliser les forces kurdes en Iran d'une manière qui pourrait produire le noyau d'un État kurde, la Turquie serait furieuse. Ankara ne veut pas voir émerger un État kurde à partir de l'Iran, parce que cela pourrait mener non seulement à l'éclatement d'Iran, mais aussi de l'Irak et de la Turquie. Pour des raisons évidentes, c'est un non absolu pour la Turquie. Pourtant, le désespoir pourrait pousser les États-Unis et Israël vers exactement ce genre de pari. S'ils ne sont pas en train de gagner au sens où ils auraient une stratégie viable pour renverser le régime et le remplacer par une direction qui danse à leur rythme, alors ils ne gagnent pas la guerre. Lorsque cela devient clair, ils peuvent devenir désespérés. Si l'Iran
ne lève pas les bras et ne se soumet pas aux demandes américaines et israéliennes, d'autres options seront recherchées. Une option consiste à mettre de petits nombres de troupes américaines au sol à l'intérieur de l'Iran et à les faire travailler avec les Kurdes, les Azerbaïdjanais ou d'autres afin de favoriser une révolution. Je ne pense pas que cela ait de fortes chances de fonctionner, mais cela pourrait être tenté parce qu'il n'existe pas de stratégie alternative qui fonctionne. Même théoriquement, la logistique d'un tel plan est problématique. La Turquie ne permettra pas que son territoire soit utilisé parce qu'elle ne veut pas de ce résultat. Peut être que Bagdad pourrait être forcé, même si l'Irak n'est probablement pas enthousiaste non plus et n'aurait pas beaucoup de moyens de résister. Traverser la frontière signifierait opérer dans un terrain montagneux extrêmement difficile. Personne ne va marcher sur Téhéran depuis là. Envoyer par avion de petits groupes de personnel n'accomplirait pas grand-chose militairement. Une poignée de membres de la Central Intelligence Agency ou de forces spéciales pourrait fournir un soutien moral et un soutien matériel limité aux Kurdes ou aux Azerbaïdjanais, mais il n'y a pas grand-chose qu'ils puissent réellement faire. Le problème de Trump est que cela commence à devenir un conflit avec des troupes au sol. Il veut éviter les troupes au sol. Mais s'il envoie un nombre important de forces, et pas seulement quelques membres de la Central Intelligence Agency ou des forces spéciales, alors il a le problème des troupes au sol. Et une autre question surgit immédiatement, que se passe-t-il si cela ne fonctionne pas? Avec de petits nombres de soldats, le succès est peu probable. La tentation suivante est d'envoyer davantage de soldats. Cette histoire a déjà été vue et elle ne finit jamais très bien. Le vieux schéma est simple, promettre qu'il n'y aura pas d'enlisement, y entrer prudemment, puis annoncer que la boue est en fait du progrès. Après que le gang des 8 a été informé sur la colline du côté du Sénat, certains sénateurs démocrates sont sortis inquiets, surtout le sénateur Blumenthal. La préoccupation était que l'administration semblait parler d'une certaine capacité de troupes au sol. Les détails n'ont pas été donnés publiquement, mais la question aurait apparemment été soulevée. Cela met en lumière deux grands problèmes. Premièrement, les États-Unis envisagent peut-être de rassembler des Kurdes pour combattre en leur nom et provoquer un soulèvement. Pourtant, en même temps, des images ont montré des bombardements dans des zones kurdes d'Iran, précisément les gens que les États-Unis prétendent vouloir aider. Cela rappelle le propre aveu de Trump selon lequel les États-Unis avaient des idées concernant des figures de l'opposition qui pourraient se soulever et prendre le pouvoir, mais qu'elles avaient été tuées dans les bombardements. Si c'était une erreur, cela révèle tout de même un grave manque de compétences. Cela montre encore une fois qu'il n'y a pas de stratégie cohérente. C'est un étrange modèle de recrutement, les appeler de futurs partenaires après les avoir accidentellement transformés en dommages collatéraux. Les États-Unis montent l'échelle de l'escalade à la recherche d'une stratégie cohérente. Au début, lorsque la gigantesque armada a été envoyée dans la région, Trump pensait apparemment, selon Steve Witkoff, que cette armada massive contraindrait les Iraniens à se rendre. Witkoff a utilisé le mot « capitulation ». Trump aurait été surpris que la stratégie coercitive, la menace de la force militaire ne fonctionne pas. Cette première étape a échoué, puis sont venues l'attaque et la stratégie de décapitation. La décapitation a été tactiquement réussie, mais elle n'a pas produit de changement de régime. Maintenant, l'Iran continue d'être pilonné pendant que le changement de régime reste l'objectif. Même si la décapitation n'a pas fonctionné, l'hypothèse semble être qu'une pression suffisante pourrait encore produire un changement de régime. Mais les propres commentaires de Trump montrent clairement que l'administration ne croit pas vraiment que cela fonctionnera, du moins dans les circonstances actuelles. D'autres options sont donc recherchées. Cela mène à des idées de favoriser une insurrection avec les Kurdes ou les Azerbaïdjanais, de mettre certaines troupes au sol et d'autres mesures du même genre. Dans des situations comme celle-ci, la question clé est de savoir si l'échec mène à un recul ou à un doublement de la mise. Les Houthis fournissent un exemple utile. Lorsque Trump est entré en guerre contre les Houthis en mars dernier, la campagne a duré jusqu'en mai. Au début, Trump a dit que Joe Biden avait été un chaton et qu'il n'avait pas attaqué les Houthis avec assez de vigueur.
Trump affirmait que il ferait ce que Biden n'avait pas fait et qu'il battrait les Houthis. Mais en mai, 2 mois plus tard, il a compris qu'il ne pouvait pas les battre. Il a donc reculé, il est descendu sur l'échelle de l'escalade. C'est rare et c'était surprenant. Mais Trump a compris qu'il ne pouvait pas battre les Houthis, alors il a conclu un accord ou un semi-accord avec eux et ce fut la fin de l'affaire. Même la routine la plus bruyante de pression maximale découvre parfois les petits caractères appelés réalité. Dans la plupart des cas, cependant, lorsqu'un pas en avant échoue, la tendance est de doubler la mise et d'escalader. C'est ce qui semble se produire avec l'Iran. La question est de savoir s'il existe une solution magique quelque part plus haut sur l'échelle de l'escalade. À mesure que chaque échelon est gravi, arrivera-t-on enfin à un point où la solution magique apparaît? C'est ce qui s'est passé au Vietnam. Les premières forces de combat ont débarqué le 8 mars 1965. Ensuite, les États-Unis ont lentement mais sûrement gravi l'échelle de l'escalade, à la fois dans l'usage de la puissance aérienne et dans le déploiement de forces terrestres. La croyance était qu'à un certain point, le Viet Cong et les Nord-Vietnamiens seraient éliminés. Cela n'a pas fonctionné. Le résultat a été une défaite catastrophique. C'est pourquoi les partisans de cette guerre doivent expliquer comment les États-Unis et Israël gagnent réellement. Jusqu'à présent, personne n'a exposé en détail une stratégie permettant de résoudre tous les problèmes liés à l'Iran. Personne n'a raconté une histoire crédible sur la manière dont la guerre se termine avec succès. Apparemment, nous sommes en train de gagner et censés couvrir tout ce qu'on appelait autrefois la planification. L'escalade est déjà visible dans d'autres domaines. Il n'y a pas seulement des discussions sur des troupes au sol. Il y a aussi des pressions sur les régimes arabes du Golfe pour qu'ils s'impliquent militairement de manière plus active au lieu de rester en retrait après avoir été frappés. Ensuite, Emmanuel Macron a annoncé que la France envoyait un porte-avions accompagné d'avions pour défendre ses alliés régionaux. Il a dit avoir ordonné au porte-avions Charles de Gaulle de se rendre au Moyen-Orient et que la France avait déployé des avions Rafale, des systèmes de défense aérienne et des radars au cours des heures précédentes. Il a dit que la France... Et Macron n'a pas dit que la France s'engagerait dans des actions de combat, mais il a bien envoyé de la puissance aérienne. Cette décision ne paraît pas très intelligente. S'il place le porte-avions dans le Golfe Persique, et imagine que la puissance aérienne française finira l'Iran, là où les États-Unis n'y sont pas parvenus, c'est pas sérieux. Un porte-avions français ne change pas l'équilibre. Il devrait être stationné loin de l'Iran, sinon les Iraniens pourraient le couler, et ce porte-avions ne peut pas générer assez de sorties pour faire une différence significative. L'ampleur des opérations américaines compte aussi. Pendant la séance d'information, il a été dit que les États-Unis effectuaient en moyenne environ 2000 sorties par jour. Un autre escadron français n'ajoutera pas grand-chose à cette campagne de bombardement. Macron veut peu, être simplement s'impliquer. Il était impatient d'envoyer des troupes en Ukraine dans le cadre d'une coalition des volontaires, et cela ne s'est jamais produit. Maintenant, il semble avoir trouvé une autre occasion d'envoyer des forces et de voir comment cela va se passer. Un autre problème est celui du calcul des intercepteurs. Hegseth a affirmé que les États-Unis pouvaient soutenir le combat facilement aussi longtemps que nécessaire et que l'Iran ne pouvait pas tenir plus longtemps qu'eux. Il a dit que les États-Unis utiliseraient la violence de l'action, leur capacité offensive et leur capacité défensive pour fixer le ton et le rythme du combat. Il a aussi dit que les États-Unis passaient à des munitions dont ils disposent par dizaines de milliers et qu'ils peuvent larguer en quantité illimitée avec encore plus d'effet que les missions à distance actuelle. Selon lui, lorsque l'accélérateur monte, il va rester à fond. Il faisait probablement référence au JDAM et à des catégories similaires de munitions. Si la suprématie aérienne existe, les avions peuvent se rapprocher et utiliser davantage de ces armes. Mais les missiles offensifs et les missiles défensifs, surtout les intercepteurs, ne sont pas disponibles en nombre illimité. Selon Bloomberg, les Émirats arabes unis ont averti qu'au rythme actuel des missiles et des drones entrants, ils pourraient continuer pendant environ une semaine de plus avant d'être à court. Cela soulève des doutes sur l'affirmation de Trump, faite depuis la Maison-Blanche, selon laquelle les États-Unis peuvent continuer dans ce qu'il appelait une guerre éternelle. Le langage lui-même est étrange, mais l'affirmation l'est encore davantage.
Appelez cela une guerre éternelle tout en promettant le contrôle. C'est un peu comme nommer l'exercice d'incendie gestion permanente de la fumée. La question clé est de savoir combien de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones l'Iran possède. Surtout des missiles balistiques et à quel point les États-Unis et Israël sont capables de les détruire. Il est très difficile d'obtenir des réponses claires dans les grands médias, il n'est même pas évident que les gens à l'intérieur aient des données fiables, mais c'est la question clé. Il y a de nombreuses raisons de penser que l'Iran possède un nombre massif de drones et de missiles balistiques, qu'il est loin de les avoir utilisés, et que beaucoup d'entre eux sont soit cachés dans des tunnels, soit mobiles, et donc très difficiles à détruire. Cela signifie que l'Iran pourrait être capable de continuer à se battre, tout comme les États-Unis peuvent continuer à se battre. Exet semble supposer qu'à un certain moment, l'Iran sera à court de drones et de missiles. Je ne pense pas que ce soit probable. L'Iran possède trop de missiles et de drones et il les utilisera probablement de manière stratégique. Des responsables américains ont soutenu que la capacité offensive de l'Iran avait fortement ralenti, diminuant de plus de 80% par rapport aux salves du premier jour, parce que les sites de missiles sont frappés. Le général Ken et Exet ont tous deux fait valoir ce point. Mais de nouvelles images auraient montré une capacité que l'Iran n'avait pas révélée auparavant. Des missiles semblaient sortir du sable sans lanceur mobile visible et sans infrastructure au sol visible. Si les points de lancement ne peuvent même pas être vus avant le tir, ils ne peuvent pas être facilement détruits, personne ne sait combien de systèmes de ce genre l'Iran possède. C'est la grande question. Même si les États-Unis et Israël parvenaient d'une manière ou d'une autre à détruire tous les missiles balistiques, missiles de croisière et drones iraniens, la question stratégique demeurait. Est-ce que ce serait une victoire ? Sans changement de régime, cela ne réglerait pas le problème central. Le changement de régime est l'objectif. Même si la marine, les missiles, les drones et l'armée de l'air de l'Iran étaient tous neutralisés, le régime pourrait simplement reconstruire sa force de missiles avec le temps. Les États-Unis n'auraient toujours pas réglé le problème politique. Pour le récit pro-Trump, des photos de débris sont traitées comme un traité de paix avec un meilleur éclairage. Il faudrait probablement des mois pour détruire tous les missiles de l'Iran, surtout s'ils peuvent être tirés depuis des positions cachées. Lorsque Exet dit que l'Iran ne peut pas tenir plus longtemps que les États-Unis, l'affirmation est incertaine. Peu est que l'Iran le peut. Beaucoup dépend de la manière dont la guerre évolue. Un scénario dangereux serait que les raffineries de pétrole et les infrastructures pétrolières à travers le Golfe deviennent des cibles. Si les installations pétrolières en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et dans d'autres États du Golfe sont détruites, et si les installations équivalentes de l'Iran le sont aussi, le résultat serait désastreux pour l'économie mondiale. Les conséquences à long terme pour le Golfe seraient difficiles à imaginer. La guerre peut évoluer de nombreuses façons différentes, et même si l'échelle de l'escalade est déjà en train d'être gravie, il reste encore des étapes très puissantes plus haut. Il y a eu des rapports non confirmés selon lesquels quelques navires américains auraient été touchés par des missiles de croisière. Rien n'a été confirmé et cela pourrait être de la désinformation. Mais le risque plus large est réel. Trump semble préoccupé non seulement par la destruction des capacités de raffinage, mais aussi par le fait que le détroit d'Ormuz est effectivement fermé depuis plusieurs jours. Il a ordonné à la United States Development Finance Corporation de fournir une assurance contre le risque politique et des garanties de sécurité financière, et il a dit que cela serait disponible pour la navigation maritime. Plus important encore, il a dit que la marine américaine commencerait à escorter les pétroliers dans le détroit d'Ormuz dès que possible. Cela ressemble à une situation à haut risque et à faible rendement. Il n'est pas évident que des escortes navales rouvriront soudainement le détroit et rétabliront le trafic. Mais elles créeront le risque que des navires américains soient pris pour cible dans un passage étroit qui ne fait qu'environ 30 milles à son point le plus étroit. Le trafic semble bloqué des deux côtés, avec très peu de navires qui passent. Envoyer des navires américains dans le détroit d'Ormuz est un risque majeur parce que l'Iran possède de nombreux missiles conçus pour frapper des navires. L'Abraham Lincoln a été éloigné du Golfe, même s'il n'était pas réellement à l'intérieur du Golfe, en raison de la crainte qu'un missile de croisière iranien puisse le frapper.
Une fois que des navires de guerre sont utilisés dans le golfe Persique, ils offrent à l'Iran un environnement riche en cibles. Rien ne dit mieux escalade contrôlée que de faire entrer des cibles coûteuses dans une voie navigable étroite en espérant que le communiqué de presse flotte. Les États-Unis misent peu être sur leur capacité à protéger ces navires et à réduire suffisamment la capacité iranienne en missiles de croisière pour que les missions d'escorte ne soient pas trop dangereuses. Mais cela reste à voir. Il est encore très difficile de savoir exactement ce que l'Iran possède. Si l'on jouait la main de l'Iran avec un nombre fixe de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones, en s'attendant à une longue guerre, la question clé serait de savoir comment répartir ces armes. Il ne serait pas logique d'utiliser tous les missiles et tous les drones dès le départ. Une grande partie de l'inventaire serait conservée pour une guerre prolongée. Donc une diminution de l'utilisation iranienne de missiles balistiques ne signifie pas nécessairement que l'Iran en manque, il en manque peu, mais personne ne le sait. L'Iran conserverait aussi probablement une grande partie de sa capacité en missiles et en drones pour ce qu'on pourrait appeler un moment de Götterdämmerung. Si les dirigeants iraniens croyaient qu'ils étaient en train de tomber, s'ils croyaient que le pays allait être détruit, ils voudraient entraîner d'autres acteurs avec eux, ils voudraient avoir des missiles disponibles pour cela. Ils ont donc toutes les raisons de maintenir une force de missiles robuste en réserve au cas où ils croiraient que leur survie est réellement menacée. À ce stade, il n'y a aucune preuve que l'Iran soit à court de missiles ou que le ciblage américain et israélien des missiles mobiles et des missiles cachés dans des tunnels ait été si efficace que l'Iran se retrouve nu. Nous en sommes encore au début de la guerre, autour du 5e jour, et il est beaucoup trop tôt pour tirer de grandes conclusions. Pourtant, le ton d'ouverture de la conférence de presse impliquait fortement que la guerre était pratiquement terminée, que l'Iran était presque en train de s'effondrer et que tout le monde attendait simplement l'effondrement final. Cette implication n'est pas convaincante. La version podium atteint toujours la ligne d'arrivée avant même que le champ de bataille ait terminé son premier tour. Les implications stratégiques plus larges sont encore plus importantes. La question est de savoir où se trouvent la Chine et la Russie dans tout cela. Il est peu probable qu'elles interviennent militairement de manière directe pour corriger la situation. Il est difficile d'imaginer la Russie ou la Chine entrer directement dans la guerre, mais cela ne signifie pas qu'elles ne feront rien. La meilleure comparaison est la manière dont les États-Unis aident l'Ukraine à rester dans la guerre contre la Russie. La Chine et la Russie aidaient déjà l'Iran avant le début de la guerre, et elles continueront de le faire. À un certain moment, lorsque les tirs cesseront, la Russie et la Chine feront probablement encore plus d'efforts pour garder l'Iran intact. Elles n'ont aucun intérêt à voir les États-Unis et Israël gagner cette guerre. Elles ont un intérêt profond à voir l'Iran l'emporter et elles feront tout ce qui est faisable pour que cela arrive. Pour la Chine, les conséquences sont importantes. Si les États-Unis ont déjà agi contre le Venezuela en partie pour repousser la Chine hors de l'hémisphère occidental, et si l'Iran devait ensuite tomber, les implications pour la Chine seraient sérieuses, surtout à cause du pétrole. La Chine commence à construire une marine de haute mer et cette marine est largement préoccupée par la sécurisation des voies maritimes vers le golfe Persique. Avec le temps, la Chine sera capable de projeter davantage de puissance militaire dans le Golfe et sa présence ainsi que son intérêt là-bas ne feront que croître. Une fois que la Russie aura mis fin à la guerre en Ukraine, elle deviendra probablement plus impliquée dans le Golfe Persique, elle aussi. Du point de vue américain et israélien, cela peut ressembler à une fenêtre d'occasion pour régler le problème iranien avant que la Chine et la Russie ne s'impliquent plus profondément. C'est une fenêtre d'occasion vis à vis de la Chine et de la Russie. Avec le temps, la Chine sera plus impliquée avec l'Iran. L'Iran construira aussi probablement une force de missiles balistiques plus robuste et pourrait même avancer davantage sur la voie nucléaire. Avec le temps, le problème chinois deviendra beaucoup plus grand pour les États-Unis et Israël lorsqu'il s'agira de gérer l'Iran. Il y a aussi un enjeu de crédibilité militaire. Si les États-Unis s'embourbent dans cette guerre, échouent à la mener à une conclusion, échouent à mettre l'Iran hors jeu et dépensent d'énormes quantités de munitions guidées de précision, surtout des missiles de croisière
à longue portée et des missiles intercepteurs aériens sans produire de résultats sur le terrain, la Chine et la Russie pourraient conclure que les États-Unis ne sont pas aussi puissants qu'ils le prétendent. Elles pourraient décider que l'Amérique n'est pas la plus grande puissance militaire de l'histoire et qu'elle ne peut être même pas aussi capable qu'elle le pensait auparavant. Voilà la partie embarrassante. Quand on transforme la puissance militaire en campagne de marque, tôt ou tard, le public commence à vérifier le produit. Du point de vue russe et chinois, voir les États-Unis cloués en Iran, surtout si cela se transforme en guerre prolongée et consomme d'énormes stocks de munitions, est une manne tombée du ciel. Si la Chine pense à s'emparer de Taïwan par la force militaire, elle pourrait simplement attendre 1 an ou à peu près. Si la guerre en Iran dure aussi longtemps, à ce moment-là, la Chine pourrait se trouver dans une bien meilleure position vis du scénario taïwanais qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est pas une bonne nouvelle pour les États-Unis dans leur effort pour gérer la Chine. L'Ukraine aggrave le problème. Trump semble pleinement conscient que fournir des armes à l'Ukraine, tout en fournissant aussi des armes pour la guerre en Iran, épuise les stocks américains de manière dangereuse. Il est en colère contre les Ukrainiens parce qu'ils demandent tant de munitions et d'armements. Les États-Unis ont laissé se détériorer leur base manufacturière pendant le moment unipolaire. Tout le monde le reconnaît. Maintenant, ils doivent se préparer à un conflit en Asie de l'Est, tout en restant profondément impliqués dans la guerre en Ukraine. Même si les États-Unis ne vendent pas directement des armes à l'Ukraine, les Européens achètent ces armes aux États-Unis et les donnent aux Ukrainiens, donc les armes continuent d'aller en Ukraine. En même temps, les États-Unis mènent une guerre majeure au Moyen-Orient. En plus de cela, Trump s'intéresse à l'instauration d'un colonialisme à l'ancienne dans l'hémisphère occidental. Avant que la Grande Armada soit déplacée vers le Moyen-Orient, elle était dans les Caraïbes, menaçant le Venezuela. Les États-Unis ont donc effectivement 4 théâtres. L'hémisphère occidental, le Moyen-Orient, l'Europe et l'Asie de l'Est. Il y a de vraies limites à ce qu'ils peuvent faire. Tout cela se produit dans le contexte d'une base industrielle affaiblie. Les États-Unis n'ont plus la capacité de produire des tubes d'artillerie et des obus d'artillerie au rythme où ils le faisaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, lorsque Exet parle de mener cette guerre pour toujours et de ne jamais manquer de munitions ou d'armement de telle ou telle sorte, cela ne semble pas plausible lorsque l'on tient compte de l'ensemble de la situation stratégique. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt